il y a 3 mois, je dormais derrière un petit restaurant à Chicago, enveloppé dans un sac poubelle, priant pour que la pluie ne traverse pas ma seule couverture. Je m'appelle Emily Wardé, à 29 ans, j'avais déjà tout perdu, ma maison, mon travail et les personnes que j'aimais le plus. Mon mari, Ethan, s'est enfui avec ma sœur, Claire, et ensemble ils m'ont volé non seulement ma carrière, mais toute ma vie. Je croyais avoir touché le fond le jour où j'ai commencé à fouiller les poubelles pour trouver de quoi manger. Mais je me trompais. La nuit où je suis entré au refuge Street Merci, je voulais seulement un lit chaud et un repas. À la place, l'employé d'accueil s'est figé en voyant ma pièce d'identité. Ses mains se sont mises à trembler. « Votre nom est Emily Ward », a-t-elle murmuré. Quand j'ai hoché la tête, elle a verrouillé la porte, baissé les stores et prononcé les mots qui ont brisé tout ce que je pensais savoir. « Nous vous cherchons depuis 25 ans. J'avais cru que la vie suivait un rythme fiable, travaillez dur, aimez sincèrement, et l'univers vous récompenserait par la paix. Je me trompais. À 27 ans, je pensais vivre mon rêve. J'étais stratège principal chez Lux Edge Marketing, avec un bureau d'angle donnant sur la ville, et un mari qui m'embrassait le front chaque matin avant que je parte au travail. Ethan Hay, l'homme qui m'avait juré de me protéger de tout, m'apportait mon café préféré, fort avec un nuage de crème. Et puis il y avait Claire, ma sœur aînée. Tout le monde l'adorait. L'enfant prodige, le charme incarné. Elle savait faire croire aux gens qu'il comptait, même quand elle leur prenait quelque chose. Elle était pourtant ma meilleure amie. Elle avait aidé à organiser mon mariage, porté un toast les larmes aux yeux, et appelé Ethan, le frère qu'elle n'avait jamais eu. Mais un jour, ses yeux ont cessé de pleurer pour moi. Tout a commencé par de petites choses. Ethan rentrait plus tard, avec sur lui une légère odeur du parfum d'agrumes de Claire. Elle venait chez nous plus souvent, parfois pour apporter du vin, parfois pour aider Ethan avec des problèmes techniques. J'ai ignoré les signes. L'amour rend aveugle, et la famille rend stupide. Un matin, ma supérieure m'a convoqué. « Emily » m'a-t-elle dit, « nous avons reçu des plaintes concernant des irrégularités dans les comptes. Les associés pensent qu'il est préférable que vous preniez un congé. » Impossible. Mes rapports étaient impeccables. Elle a soupiré et m'a tendu un dossier. Je suis désolé, mais les données disent le contraire. À l'intérieur, de fausses factures portaient ma signature. Je suis rentré furieuse et j'ai trouvé Ethan et Claire assis sur le canapé. Ils n'avaient même pas l'air coupables. C'est une blague, ai-je lancé en jetant le dossier. Claire a croisé les jambes avec lenteur, un sourire aux lèvres. Ce n'est rien de personnel, monsieur, tu étais juste dans le chemin de quoi? De mon avenir, a-t-elle dit calmement. Ethan n'a pas levé les yeux. Tu es trop émotive, tu l'as toujours été. Cette nuit-là, j'ai fait ma valise, mais je n'avais nulle part où aller. 2 jours plus tard, j'étais officiellement renvoyé. Mon ordinateur, mon téléphone et mon badge d'entreprise étaient désactivés. Le bail de mon appartement, co-signé par Ethan, a été annulé. En une semaine, ma vie entière avait été effacée comme un vieux courriel. J'ai tenté d'appeler mes parents, mais Claire les avait déjà contactés. Emily a des problèmes, a-t-elle dû dire. Elle est instable. Quand j'ai enfin eu ma mère au téléphone, sa voix était tendue, distante. Chérie, peut-être devrais-tu chercher de l'aide. Ce mot, aide, a résonné dans ma tête des semaines durant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le froid, le silence, et cette question, qui étais-je, avant qu'ils ne me prennent tout? La première nuit où j'ai dormi dans ma voiture, je me suis dit que ce n'était que temporaire. J'avais encore mon diplôme, mon CV, et assez de fierté pour croire que je pouvais reconstruire ma vie. Mais la réalité se moque de la fierté. La 2e semaine, la batterie de ma voiture est morte. Je suis resté là, dans le noir, à regarder le givre grimper sur le pare-brise, réalisant que personne ne viendrait me sauver. J'ai mis en gage ma bague de fiançailles pour $80, de quoi payer 2 nuits dans un motel et quelques repas de station-service. Quand l'argent a manqué, j'ai commencé à errer de refuge en refuge, prétendant que j'étais simplement entre 2 appartements. Les gens croient que la misère est bruyante, cris, sirènes, chaos. En réalité, c'est le silence. C'est le son de l'invisibilité. On apprend à éviter les regards, car les autres ne voient que ce qui les arrange. Une femme sans abri dans la vingtaine, trop désordonnée pour susciter la compassion, trop jeune pour la pitié. Un soir, devant une épicerie, j'ai entendu quelqu'un m'appeler « Emily ».
C'était Madame Patterson, une ancienne cliente de Luxedge. Ma pauvre, a-t-elle soufflé en voyant mon manteau déchiré. Puis son sourire s'est éteint, et elle s'est reculée, serrant son sac comme un bouclier. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il existait pire que la faim, la honte. En janvier, j'avais perdu 9 kilos et presque tout espoir. Je gardais un vieux carnet de travail que je feuilletais la nuit, traçant mon écriture pour me souvenir de la femme qui signait des contrats et dirigeait des réunions. Elle me semblait être un fantôme. Puis vint la tempête de neige. La température tomba à 10 degrés Celsius, et ma voiture avait été depuis longtemps enlevée. J'ai tenté de dormir sous un auvent derrière un restaurant, protégé par des sacs poubelles. Je me suis dit, si je ferme les yeux, peut-être que je ne me réveillerai pas, une voix m'a réveillé. Tu vas mourir ici, ma chérie. C'était une femme âgée en manteau rouge, sœur Marianne, bénévole du refuge Street Merci. Elle m'a tendu un café et une carte. Va là-bas. Ils t'accueilleront. Aucune question posée. J'ai fixé la carte toute la nuit. Street Merci Shelter, 1432 Jefferson Street. Le mot merci me semblait ironique, je n'y croyais plus. Mais le matin, mes doigts étaient bleus de froid et mon corps tremblait. Je n'avais plus la force de lutter contre le destin. Alors j'ai marché, 4 kilomètres dans la neige sale. Mes bottes trempées, mon souffle comme de la fumée. Chaque pas ressemblait à une lutte pour traîner mon propre cadavre. Quand j'ai aperçu l'enseigne rouge délavée, Saint Merci Shelter, j'ai cru atteindre la fin de mon histoire. En réalité, ce n'était que le commencement. Le refuge sentait l'eau de javel et le café froid, un mélange de sécurité et de désespoir. J'ai fait la queue avec d'autres inconnus, serrant mon sac plastique. Les murs, peints en jaune pâle, paraissaient gris sous la lumière vacillante. Enfin, vint mon tour. La femme à l'accueil, un badge au nom de Joyce Mallory, sourit par habitude. Non, demanda-t-elle. Emily Ward, répondis-je en lui tendant ma carte. Ses doigts se figèrent. Son sourire s'effaça. Elle regarda l'écran, puis moi, puis l'écran encore, comme si elle découvrait une énigme qu'elle ne voulait pas résoudre. Date de naissance ? 9 avril 1996. Ses pupilles se dilatèrent. Lieu de naissance ? Portland, Oregon. Elle déglutit et murmura, « Pourriez-vous patienter un instant ?» Avant que je puisse répondre, elle se leva si brusquement que sa chaise heurta le mur. Elle disparut dans un bureau. Puis j'ai entendu le déclic d'une serrure. La porte du hall venait d'être verrouillée. Joyce revint, pâle et tremblante. Elle ferma les stores un à un. L'inquiétude monta parmi les résidents. « Madame, il y a un problème ?» demandai-je, la gorge serrée. Elle décrocha le téléphone, la voix basse et pressée, « Ici poste d'admission 12. Code d'autorisation 7 alpha 9. Nous l'avons trouvé. » Emily Ward confirmait. « Oui, j'en suis certaine. Verrouillage en cours. » Mon estomac se noie. « Trouvé ? Trouvé pourquoi ? » Joyce raccrocha lentement, sans me quitter des yeux. « Madame, que se passe-t-il » Elle s'assit, les mains tremblantes. « Emily, restez calme. Avez-vous des raisons de penser que quelqu'un vous recherche ? » J'ai presque ri. Je suis sans abri. Personne ne me cherche. Elle cligna rapidement des yeux, ouvrit un tiroir verrouillé et sortit une chemise cartonnée scellée de ruban rouge. Sur la couverture, j'aperçus les mots testament programme sujet 9 classifiés avant qu'elle ne l'ouvre. À l'intérieur, une photo d'un bébé de 3 ou 4 ans, avec une tache de naissance en croissant sur l'épaule. La même que la mienne. Sa voix tremblait. « Emily, selon ce dossier, vous n'êtes pas censée exister. Vous êtes morte il y a 25 ans. » La pièce se mit à tourner. Mes mains devinrent engourdies. « C'est impossible, murmurai-je. » Mais Joyce me regardait avec un mélange de peur et de stupeur. « Nous vous cherchons depuis 25 ans. » Pendant un long moment, je n'ai pas pu parler. Mon esprit semblait détaché de mon corps. « Tu plaisantes ?» murmurai-je enfin. « C'est une sorte de mauvaise blague. » Joyce ne sourit pas. Elle fit glisser le dossier vers moi, ses doigts tremblants laissant de légères traces sur le papier. « Regarde toi-même, s'il te plaît. » À l'intérieur, un certificat de naissance. Nom, Lydia Cross. Date de naissance, le 9 avril 1996.
Mère, Dr Evelyn Cross, biochimiste, Centre de recherche Testament. Père, classifié. Ma gorge se dessécha. C'est ma date de naissance. Joyce hocha la tête. Je sais. Elle tourna une autre page, une photo d'une fillette avec une tache de naissance en croissant sur l'épaule gauche. Mon épaule. Ma tache. Je refermai brutalement le dossier. C'est absurde. Mes parents sont David et Margaret Ward. J'ai grandi à Portland. J'allais à l'école primaire Lincoln. Joyce se pencha, sa voix douce mais ferme. Emily, ce n'étaient pas tes parents, mais tes tuteurs. Ta mère, le docteur Evelyn Cross, travaillait pour un projet gouvernemental classé nommé Testament. Il y a 25 ans, une explosion dans le laboratoire fit 2 morts confirmées et un enfant disparu. Cet enfant, c'était toi. Je me levai, secouant la tête. Non, non, je ne suis pas une expérience, je suis juste. Les mots se bloquèrent. Joyce me tendit un médaillon en argent. À l'intérieur, une minuscule photo, une jeune femme en blouse blanche, cheveux noirs attachés, souriant à un bébé qui avait mes yeux. Elle a laissé ça derrière elle, dit Joyce d'une voix douce. On l'a retrouvée dans les décombres du laboratoire. Je me sentis vaciller. Tu veux dire que toute ma vie, mon nom, mes souvenirs ne sont que mensonges? Les yeux de Joyce se remplirent de larmes. Pas des mensonges, des protections. Je retombai sur ma chaise, le cœur battant à mes tempes. Pourquoi moi? De quoi voulait-elle me protéger? Avant que Joyce ne puisse répondre, son téléphone vibra. Elle décrocha, le visage se figea. Compris, murmura-t-elle avant de raccrocher. Ils arrivent, dit-elle. Des agents fédéraux. 2 équipes, une officielle, l'autre non. Les uns pour te protéger. Les autres? Elle ne termina pas. Un frisson glacé me traversa. Les autres? D'autres veulent ta mort. Je serrai le dossier jusqu'à m'en couper la paume. Tu as dit qu'elle travaillait pour le gouvernement. Que faisait-elle? Joyce hésita puis ouvrit une autre section, des rapports techniques remplis de jargon médical. Ta mère participait à un programme secret d'amélioration biogénétique. Il tentait de créer des enfants immunisés contre les maladies, les blessures, voire le vieillissement. 7 sujets. 6 morts avant 5 ans. Et le 7e? Demandai-je à voix basse. Joyce me regarda, les yeux brillants. Toi. Tu étais la réussite, mais ta mère a détruit le programme pour empêcher qu'on te reproduise. Elle a simulé ta mort et t'a confié Howard. Je restai figé, écrasé par le poids de la vérité. Mon nom, ma vie, tout n'était qu'un leurre. Et quelque part, ceux qui m'avaient créé m'avaient retrouvé. Joyce tourna une autre page, des photos en noir et blanc. Des salles stériles, des tables chromées, des bébés dans des incubateurs étiquetés par numéro. Mon estomac se tordit. Voici les dossiers originaux du projet Testament, dit-elle calmement. Ta mère croyait créer un remède contre les maladies génétiques, immunité renforcée, guérison accélérée, résistance accrue aux toxines. Mais lorsqu'elle a découvert que le projet allait être vendu à des entreprises de défense privées, elle a paniqué. Il ne voulait pas sauver l'humanité, il voulait la posséder. Je fixai une photo, une femme en blouse tenant un bébé, les yeux pleins d'amour et de peur. C'est elle, murmurai-je. Ma mère. Joyce hocha la tête. Quand le docteur Cross comprit ce qui se passait, elle brûla tout, dossier, recherche, le laboratoire entier. 2 personnes moururent. On l'a crue morte elle aussi. Et la dernière trace de sa fille, c'était cette nuit-là. Ma poitrine se serra. Elle est morte pour me protéger. Joyce hocha lentement la tête. Oui. Elle a laissé un mot, élevez-la comme la vôtre. Ne lui dites jamais ce qu'elle est. Les Ward ont obéi. Je passai une main tremblante dans mes cheveux. Donc toutes ces années, ma vie n'était qu'un mensonge bâti pour cacher un secret dont j'ignorais tout. Joyce hésita. Emily, il y a autre chose. Elle ouvrit la dernière section du dossier, journaux d'activité récents, tamponnés en rouge. Helio Biosystème Testament Revival Initiative. Je fronçai les sourcils. Qu'est-ce que c'est? La suite du projet de ta mère, dit Joyce. Une société a racheté les brevets survivants. Ils recherchent des échantillons du premier matériel génétique.
C'est pour ça qu'ils te veulent. Je relus le nom, Elio. Ce mot me glaça. Elio, murmurai-je. C'est la société d'Ethan. Joyce sursauta. Ton mari? Ex-mari, corrigeai-je amèrement. Il travaille pour son père, Richard Hay. Il disait faire de la logistique technologique et biomédicale. L'expression de Joyce s'assombrit. Richard Hay était l'un des investisseurs du projet originel. Il cherche les recherches du Dr Cross depuis des décennies. Le choc me coupa le souffle. Ethan ne m'avait pas trahi par cupidité ou passion, il m'avait ciblé depuis le début. Tout mon licenciement, les fichiers volés, les fausses accusations visaient à détruire ma couverture. Je frappai la table du poing. Ils m'ont piégé pour me forcer à sortir de l'ombre. Joyce acquiesça gravement. Et ils ont réussi. Une rage glacée monta en moi. Où sont-ils? Avant qu'elle ne réponde, des phares traversèrent les stores. 3 SUV noirs s'arrêtèrent devant le refuge. Joyce chuchota, Emily, écoute-moi. Ils t'ont retrouvé. Mon sang se glaça. Qui? Joyce me regarda droit dans les yeux. Ton mari, ta sœur et l'homme qui a détruit ta mère. Les lumières clignotèrent, les moteurs rugirent dehors. Joyce écarta les stores, son visage devint livide. Ils sont là, murmura-t-elle. Je suivis son regard. 3 SUV, des hommes en costume noir, oreillettes, allure calme et menaçante. Puis je les vis. Ethan. Claire. Et derrière eux, un homme plus âgé, reconnaissable parmi mille, Richard Hay. Mon estomac se noua. Ils sont venus eux-mêmes. Joyce recula. Ils ne font confiance à personne d'autre. La porte vola en éclats. L'air sentait la pluie froide et le métal. Ethan entra le premier, son sourire étudié, celui qu'il portait quand il disait m'aimer. Emily, dit-il doucement, comme si nous étions chez nous. Tu as provoqué tout un remue-ménage. Je le fixai. Tu as détruit ma vie. Il rit. Ta vie était empruntée, ma chérie. Nous ne faisons que reprendre ce qui nous appartient. Joyce s'interposa. Elle est sous protection fédérale. Partez. Le regard d'Ethan devint tranchant. Cela dépasse votre niveau d'habilitation, madame. Richard Hay entra, grand, cheveux argentés, allure royale. Il brandit un dossier identique au mien. L'héritage du docteur Evelyn Cross nous appartient. Et l'actif qu'elle a laissé aussi. Je ne suis pas un actif, crachai-je. Je suis une personne. Il sourit froidement. Les deux à la fois, et nous te voulons là où tu appartiens. Claire avança, portant mon ancien manteau. Ses yeux étaient insondables. Ne rends pas les choses plus difficiles. Viens, tu seras en sécurité. Je ris amèrement. En sécurité avec vous? Tu m'as trahi avant même de savoir qui j'étais. Tu ne comprends pas, dit-elle, la voix brisée. Il t'aurait retrouvé de toute façon. Au moins, là, on est du bon côté. Ethan sortit une seringue remplie d'un liquide clair. Un sédatif. Rapide, indolore. Tu te réveilleras dans un centre sécurisé, entouré de gens qui te comprennent. Joyce trembla. Elle ne va nulle part avec vous. Il ricana. Et qui va nous en empêcher? C'est alors qu'un cri retentit, FBI. Éloignez-vous d'elle. Le chaos éclata. Des agents jaillirent par la porte latérale, armes dégainées, viseur rouge traversant la pièce. Ethan se retourna, pistolet en main. Joyce m'attrapa le poignet et me tira derrière un bureau alors que les balles fendaient les murs. Bouge! Hurla-t-elle. Nous rampâmes vers la sortie arrière, les vitres explosant au-dessus de nous. J'entendis Ethan crier, il nous la faut vivante. Une balle me frôla le bras, brûlure vive et sang chaud. Je serrai les dents. Joyce défonça la porte arrière et me poussa dans la ruelle. Des sirènes hurlaient. Un SUV noir s'arrêta net devant nous. Le conducteur en sortit, grand, manteau battant au vent, un signe brillant. Directeur Mason Blackwood. Montez, mademoiselle Ward, aboya Théil. Joyce m'aida à grimper. Blackwood claqua la porte et démarra. Les pneus crissèrent dans la pluie. Un long silence s'installa. Mon bras me lançait, mon cœur battait à tout rompre, et mon esprit tentait de rattraper une réalité qui venait d'exploser.
Enfin, murmurai-je, qu'est-ce que je suis? Le regard de Blackwood croisa le mien dans le rétroviseur. La preuve que l'expérience du docteur Cross a fonctionné. Tes cellules se régénèrent 10 fois plus vite que la normale. Tu pourrais guérir des maladies qui tuent depuis des siècles. Je secouai la tête. Alors, il voulait me posséder, m'utiliser. Oui, répondit-il simplement. Héliobio ne veut pas guérir la maladie. Ils veulent vendre l'immortalité. Je regardai par la fenêtre, les lumières de la ville glissant comme des fantômes. La pluie traçait des lignes sur le verre comme des larmes. Ta mère est morte en essayant de les arrêter, dit Blackwood. Elle a réussi pendant 25 ans. Maintenant, c'est ton tour. Ces mots frappèrent fort. Ce n'était pas une menace, ni un ordre, mais un choix. J'appuyai mon bras ensanglanté contre ma poitrine et regardai la route disparaître derrière nous, là où tout ce que je croyais de moi avait brûlé. J'en ai fini de fuir, dis-je doucement. Les yeux de Blackwood s'adoucirent dans le miroir. Alors, prépare-toi, Emily, car la guerre que ta mère a commencée n'est pas terminée. Et quelque part derrière nous, à travers la fumée et les sirènes, j'entendais encore Ethan crier mon nom non par amour, mais par peur, alors que l'empire qu'il avait bâti sur des mensonges s'effondrait. Les 72 heures suivantes, je vécus comme un fantôme. L'équipe de Blackwood me cacha dans une planque à l'extérieur de Chicago, un cube de béton froid aux fenêtres par balles et au silence gouvernemental. Ma blessure guérit plus vite que prévu. Les médecins murmuraient au sujet d'une régénération tissulaire accélérée. Peu m'importait le nom qu'ils lui donnaient. Je voulais seulement retrouver ma vie. La troisième nuit, Blackwood entra avec 2 dossiers. Il les posa sur la table, l'un intitulé « Nouvelle identité », l'autre « Dossier Héliobio ». Tu as le choix, dit-il. Tu peux disparaître, nouveau nom, nouveau pays, ne jamais te retourner, ou tu peux nous aider à terminer ce que ta mère a commencé. Je fixai le dossier Hélio. Ethan, Claire, Richard, tous ces visages que je haïssais, chaque trahison pour laquelle j'avais saigné, gravée à l'encre noire. Et si je choisissais autre chose, demandai-je. Blackwood fronça les sourcils. Que veux-tu dire? L'option 4, répondis-je, reprenant ses propres mots. Tu disais que ma mère s'est battue pour les arrêter. Je vais finir le travail. Il me scruta longuement avant d'acquiescer. Alors, rendons cela officiel. 6 mois plus tard, Emily Ward était morte. Les journaux annoncèrent que j'avais été tué lors de l'incident du refuge Merci. Funérailles à cercueil fermé, quelques collègues de Luxedge, mes parents, même Claire, accrochés au bras d'Ethan, feignant les larmes. Ils ignoraient que je me tenais de l'autre côté de la rue, sous un parapluie noir. Quand le cercueil fut descendu, Claire enfouit son visage dans l'épaule d'Ethan. Il murmura quelque chose qui la fit rire. Je souris amèrement. La nécrologie me décrivait comme une jeune femme brillante partie trop tôt. J'aurais voulu que ce soit vrai, qu'une partie de moi soit réellement morte cette nuit-là. Car celle qui prit sa place portait un autre nom, une autre mission, et n'avait plus rien à perdre. Je devins Alyssa Grant, consultante en logistique biomédicale, une identité façonnée par la division de Blackwood, complète avec diplôme, référence et un CV capable de séduire l'élite corporative. 3 mois plus tard, Hélio Biosystem m'embaucha directement sous les ordres de Richard Hay. Le siège d'Hélio incarnait tout ce que je savais du pouvoir, verre, acier et peur silencieuse. J'y errais comme un spectre, souriante, polie, à l'écoute. Ethan ne me reconnut pas. Mes cheveux étaient plus sombres, mes yeux dissimulés derrière des lentilles, ma voix apaisée par le contrôle. Mais un instant, un seul, son regard s'attarda trop longtemps, et j'y vis un doute. Ce doute suffisait. En quelques semaines, j'obtins un accès complet au projet, Testament Revival. Les fichiers étaient pires que tout ce que j'avais imaginé, expériences humaines illégales, prélèvement d'organes, réplication génétique. Ils ne tentaient pas seulement de me recréer, ils cherchaient à me reproduire en masse. Chaque nuit, je cryptais les données et les transmettais à l'équipe de Blackwood. Mais ce n'était pas assez de les exposer. Je voulais qu'ils souffrent. L'occasion parfaite arriva lors du gala annuel d'Hélio, un bal masqué de milliardaires et de promesses creuses. J'étais vêtu d'une robe noire et d'un masque argenté, le cœur battant sous une apparente sérénité. Ethan était là, sûr de lui, mentant aux investisseurs. Claire, à son bras, portait une robe émeraude, sourire figé, regard vide. Quand je m'approchai, Ethan se tourna,
la voix chaude et détendue, « Puis-je vous aider, mademoiselle ?» Vous l'avez déjà fait. La couleur quitta son visage. Émilie. Pas tout à fait, mais presque. Avant qu'il puisse parler, les sirènes hurlèrent dehors. Les portes du bal s'ouvrirent brutalement, des agents fédéraux envahirent la salle. Des badges brillèrent, les caméras capturèrent tout. Richard Haye, vous êtes en état d'arrestation pour crimes contre l'humanité, expérimentation génétique illégale et conspiration corporative. Le chaos éclata. Richard tenta de fuir, mais les agents le maîtrisèrent. Claire hurla quand ils mirent Ethan à genoux. Je m'avançai, me tenant devant lui alors que les menottes se refermaient. Il leva les yeux vers moi, l'incrédulité et la culpabilité mêlées dans son regard. Tu m'as détruit, dis-je doucement, mais tu m'as aussi rendue plus forte. Tu m'as donné un but. Émilie, je t'en prie, souffla-t-il. Je me penchai tout près, tu m'as tout pris. Maintenant, tu vivras sans rien. Puis je tournai les talons, laissant les sirènes étouffer son dernier cri. À minuit, Elio Bio n'était plus. Les arrestations firent la une du monde entier. Le gouvernement saisit leurs avoirs, la division de Blackwood déclassifia les preuves, et les survivants des essais humains reçurent justice et traitement grâce au programme Restauré Testament désormais voué à la guérison, non au profit. Sous la pluie, devant le gala, je respirais pour la première fois librement. Je n'étais plus Emily Ward, l'épouse trahie. Ni Lydia Cross, l'expérience perdue. J'étais autre chose. Et pour la première fois, le mot vengeance n'avait plus goût de poison, mais de paix. Le lendemain, les gros titres inondaient les écrans, Elio Biosystème exposé, scandale génétique à $1 milliard. Les chaînes diffusaient sans relâche les images du gala, Richard menotté, Ethan brisé, Claire agrippant son sac comme s'il pouvait encore la sauver. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus peur de voir mon nom, car il n'existait plus. Emily Ward était morte, et Alyssa Grant n'existait dans aucune base de données. J'étais invisible et libre. L'équipe de Blackwood m'interrogea des jours durant dans un centre isolé. Il me dit que la chute d'Elio avait déclenché une vague de réformes, comité d'éthique renforcé, protection pour les lanceurs d'alerte, et une nouvelle division chargée de réguler l'amélioration génétique. Il ne mentionna pas ma mère, mais je sentis sa présence dans chaque victoire. Un après-midi, Blackwood vint me voir, déposa une petite boîte argentée sur la table. Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose que nous avons récupéré sur le site originel de Testament. Le disque personnel de ta mère. Il a survécu à l'incendie. À l'intérieur, une clé USB et une lettre jaunie. Je la dépliai, les mains tremblantes. L'écriture était fine, l'encre pâlie, si tu lis ceci, ma Lydia, c'est que tu as survécu. Pardonne-moi pour les mensonges, la peur, le danger. Je n'ai pas pu sauver le monde, mais peut-être que toi, tu le pourras. Ne les laisse pas t'utiliser. Tu es faite pour guérir, pas pour combattre. Les larmes brouillèrent ma vue. Je serrai la lettre contre mon cœur. J'y suis arrivé, maman, murmurai-je. Et j'ai gagné. Les mois passèrent. Le monde continua de tourner. Richard Haye fut condamné à la prison à vie. Ethan reçut 20 ans pour conspiration et fraude. Claire, désespérée, témoigna pour éviter la prison. On disait qu'elle vivait seule, serveuse dans un petit restaurant du Wisconsin, spectre de la femme qui m'avait volé ma vie. Quant à Joyce Mallory, elle refusa toute interview et retourna travailler au refuge Street Mercy. Le gouvernement lui remit une médaille, qu'elle ne mentionna jamais. Quand je la revis, elle me dit simplement, « Tu n'as jamais été perdue, Emily. Tu attendais juste qu'on te retrouve. » Je laissai sur son bureau une enveloppe anonyme contenant un don suffisant pour reconstruire le refuge 2 fois. Signé, pour ceux qui méritent une seconde chance. Le programme Testament renaquit, non comme une arme, mais comme une initiative mondiale pour le progrès médical. La technologie qui avait failli me détruire servait désormais à soigner des enfants atteints de maladies génétiques, des soldats blessés, des patients condamnés. Chaque fois que je voyais un reportage sur un enfant guéri, je sentais la présence de ma mère. Sa recherche était enfin devenue ce qu'elle avait voulu, la miséricorde, pas la manipulation. Aujourd'hui, je vis encore dans l'ombre non pour me cacher, mais pour veiller. Je voyage de laboratoire en laboratoire sous le nom d'Alyssa Grant, coordonnant le transport éthique des traitements expérimentaux. Certaines nuits, je rêve encore de cette femme en blouse blanche, souriant à travers la fumée, me portant vers la sécurité.
Je ne sais pas si j'arrêterai un jour de courir. Mais peut-être que je n'en ai plus besoin, parce que courir m'a mené ici, vers la vérité, vers un but, vers la liberté. Parfois, lorsque je passe devant le refuge Mercy Street, je m'arrête à la porte et j'écoute les voix à l'intérieur. Les rires, les sanglots, les secondes chances qu'on distribue comme des couvertures. Et je me souviens de la nuit où j'y suis entré pour la première fois, trempé, affamé, brisé, et du moment où Joyce a verrouillé cette porte en disant « Nous te cherchons depuis 25 ans ». J'ai longtemps cru que cette nuit-là m'avait détruite. Aujourd'hui, je sais que c'est le moment où je suis né de nouveau. Réflexion finale, nous passons nos vies à fuir la douleur, mais parfois, c'est la douleur qui nous révèle qui nous sommes vraiment. Je m'appelais Emily Ward. Avant cela, Lydia Cross. Maintenant, peu importe. Ce qui compte, c'est ceci, je n'ai jamais été un simple échec d'expérience.